Bonjour et bienvenue à notre table ronde dédiée à la 3e édition du baromètre 2 roues de BPCE Assurance. Je suis Muriel Vermenot, directrice de la communication de BPCE Assurance IARD et je suis entourée d'Emmanuel Petit, fondateur de la start-up Liberty Rider, l'ange gardien des motards, et de Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive France, qui a mené cette enquête. Bonjour à tous les deux. Nous sommes ici à la Station F, le temple de l'innovation, qui se veut comme un véritable campus pour les startups. La Station F s'est imposée au fil des ans comme le plus gros incubateur du monde et aide les startups à développer et à se développer à l'international notamment. Donc Liberty Rider, vous êtes en résidence depuis quelques semaines à la Station F pour accélérer votre développement et franchir les frontières françaises. C'est bien ça, Emmanuel? Exactement. On est arrivé à Station F dans le cadre du Move Lab. C'est en fait un batch. On est le 10e batch du Move Lab. Et on est à Station F parce que ce lieu, c'est vraiment un lieu où on rencontre plein d'entrepreneurs. Donc c'est important de pouvoir se parler entre entrepreneurs. Et en même temps, il y a tout le milieu des startups, des VC. On peut être mis en contact avec plein de personnes. Donc pour l'international, c'est hyper important pour nous. Et aussi, on se lance sur d'autres mobilités. Et c'est pour ça qu'on a choisi le Move Lab qui, du coup, nous incube pendant 6 mois. Donc Station F, c'est vraiment un lieu riche de sens. Ça nous semblait en tous les cas important de venir ici pour présenter les enseignements de ce baromètre de roues parce que c'est un lieu qui est propice aux échanges, aux rencontres. Et voilà, ça nous semblait important de venir ici. Alors pour mémoire, BPCE Assurance a signé un partenariat avec Liberty Rider en 2021. Nous sommes très fiers au quotidien de travailler avec vous parce qu'effectivement, on accompagne en tous les cas nos assurés dans la sécurité, dans leur sécurité au quotidien. La prévention est inscrite au cœur de notre ADN. On se considère comme un assureur responsable. Et aujourd'hui, on a à cœur, on se sent très concerné en tous les cas par la sécurité de nos assurés et notamment celle des conducteurs de deux roues. C'est la raison pour laquelle on a souhaité faire un troisième baromètre. Et donc, on a sollicité Aris Interactive France pour réaliser cette enquête. Jean-Daniel, est-ce que vous pouvez nous dire la façon dont a été menée cette enquête? De la manière la plus traditionnelle possible, je serais tenté de dire. Alors on entend souvent parler des enquêtes ou des sondages lorsqu'on lit la presse auprès d'un échantillon représentatif de Français. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous nous sommes concentrés auprès des utilisateurs de deux roues motorisées, que ce soit des motos ou des scooters. Nous avons un échantillon qui est un échantillon conséquent, 1000 personnes qui ont été interrogées et qui vont vraiment parler à partir de leur vécu, à partir de leurs expériences et à partir également de leur représentation. Vous l'avez indiqué, cette enquête qui effectivement est réalisée pour BPCE Assurance, c'est la 3e vague d'enquête et nous avons non pas interrogé les mêmes personnes mais le même type de population pour pouvoir comparer dans le temps les évolutions des comportements, des représentations et des aspirations. L'idée étant de passer un peu au-dessus des présupposés. Tout à chacun peut parfois se dire voilà, j'ai vu la semaine dernière des motards qui faisaient comme ci ou comme ça. Je les ai vus que je sois en ville ou je les ai vus globalement à la campagne. Chacun avec une représentation qui est une représentation un peu faussée. Et ce que nous avons voulu faire collectivement, c'est de pouvoir avoir une photographie neutre, la plus fiable possible, qui permette d'objectiver la situation. Bon, merci Jean-Daniel pour ces éléments. On va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des enseignements de ce baromètre et voir comment nous, acteurs de la prévention, nous pouvons agir en faveur de la sécurité des conducteurs de deux roues. Alors, il y a quelques chiffres qui se dégagent de ce baromètre. Je vais en citer 3. Il y a un chiffre qui dit effectivement que 80% des motards s'estiment plus exposés aux accidents que les automobilistes, donc près de 8 motards sur 10. Donc c'est un chiffre qui ne laisse pas indifférent. Un autre chiffre qui a retenu mon attention, qui est suivant, c'est près d'un motard sur 2 a été impliqué dans un accident de la route. Donc c'est voilà, un chiffre en tous les cas intéressant. Et puis il y a un autre chiffre aussi assez interpellant. À peu près 63% des conducteurs des deux roues ne se sentent pas suffisamment protégés par le code de la route. Et là, ça questionne un certain nombre de sujets qu'on va voir ensemble. On voit bien avec ces 3 chiffres que les conducteurs de deux roues, en tous les cas, sont une population particulièrement vulnérable. Mais on sent aussi une certaine précarité finalement de cette population, notamment peut-être par rapport aux infrastructures routières. Emmanuel, vous qui êtes motard, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que l'un des premiers facteurs qui crée cette communauté motard, pourquoi on se salue sur la route, etc., on se sent plus vulnérable, mais même pas que face à la route, etc., même rien que déjà les intempéries, on a plus chaud parce qu'on n'a pas de clim, la pluie, etc. Et l'accident vient forcément à un moment dans notre expérience, même si on tombe pas, on a forcément des amis peut-être qui sont tombés, des choses comme ça. On n'a pas envie de parler de ça tous les jours, mais il y a un moment où quand tu es sur ta moto, ton deux roues ou n'importe quoi, ton scooter, au milieu du trafic, forcément que y a ces voitures qui sont des gros objets et si elle fait pas attention, tu sais que c'est toi qui va avoir mal. Donc moi, il y a vraiment un moment et que j'en parle avec des amis, etc. Toujours, il y a la notion de le code de la route, peut-être que tu seras en tort parce que c'est lui qui a cramé le feu, etc. Mais c'est toi qui vas avoir mal. Du coup, il faut faire attention, faut faire beaucoup plus attention. Quand on a un accident en voiture, oui, tu fais un constat et puis il y a de la tôle. Le motard, il y a beaucoup plus souvent du corporel et la réalité, c'est pas c'est bien, ma vie elle est cool parce que j'ai eu un accident, j'étais pas en tort. Bah non, tu as eu un accident et tu as été blessé. Et peut-être que cette conscience-là, elle est moins quand on est automobiliste. Et du coup, parfois, on peut se sentir en danger par rapport à certains comportements qui ne sont pas volontaires. Il n'y a personne, je pense, qui se prend le matin et qui dit je vais aller taper quelqu'un avec ma voiture. Mais c'est vrai qu'on se sent plus vulnérable et du coup plus vulnérable face au comportement des gens. Ouais. Mais finalement, dans ce que tu dis aussi que à partir du moment où on fait de la moto ou qu'on conduit un deux roues, finalement, on accepte aussi le risque et la possibilité d'un accident. On accepte ce risque et du coup, c'est vraiment à nous d'être responsables. Il y a plein de gens, des voyageurs, etc., qui disent à moto, l'une des premières règles, c'est pas choisir la bonne moto, etc., c'est de s'écouter, écouter la fatigue, etc., beaucoup plus qu'en voiture où parfois on se dit allez, je tire encore un peu, ça va aller. En moto, il faut vraiment plus s'écouter parce qu'on est conscient qu'il y a du risque. Quoi. Et on le sait en montant dessus, ça apporte plein de positivité, plein de choses très bien le deux roues. On prend plein de plaisir à enrouler, on découvre les paysages autrement. Mais on est conscient qu'en montant sur la moto ou le deux roues, juste pour faire du trajet boulot-maison, on s'expose à plus de risques. Ouais. Il y a peut-être aussi un autre phénomène qui rend la population des conducteurs de deux roues plus vulnérables. Aujourd'hui, on a l'explosion des mobilités douces et on voit que le partage de la route est forcément plus difficile puisqu'on est plus nombreux à se partager la route. Et puis, on a dans le baromètre un chiffre qui indique que 77% des conducteurs de deux roues estiment que l'augmentation des vélos et des trottinettes en ville rend la conduite plus compliquée. Ça te fait réagir, Emmanuel ? J'ai l'impression que quand on est un utilisateur et qu'on prend une nouvelle mobilité, on joue tous avec ses règles et peut-être que les vélos, j'ai pas envie de casser du sucre sur les gens qui font du vélo parce que j'en fais aussi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut faire encore plus attention en vélo, en trottinette. Parce que si on devait avoir une graduation des moyens de transport, il y a un moment où dans l'océan, c'est le phytoplancton, quoi. Et ils s'en rendent pas compte, quoi. Il y a des moments et ouais, j'ai l'impression que du coup, ils prennent plus de risques. Et du coup, à moto, on voit aussi ça. Et là, si c'est pareil, vu qu'on est aussi plus exposé aux risques, ça nous donne potentiellement de la sensation qu'on peut avoir plus d'accidents parce qu'il y a plus de choses qui se passent à gérer, des nouvelles choses à gérer qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, oui, forcément, on le ressent au quotidien qu'on peut être plus en danger si les gens font n'importe quoi. Après, ce n'est pas le vélo en soi qui a un problème, c'est le comportement des gens. Non, effectivement, c'est peut-être le partage de la route avec ces nombreux usagers aussi qui rend la conduite plus compliquée. Et puis, des personnes qui font de la trottinette qui sont aussi plus vulnérables parce que moins protégées, qui augmentent en tous les cas les risques. Elles sont encore plus vulnérables, j'ai l'impression. Sans doute. Mais parfois, elles n'agissent pas comme ça, quoi. Peut-être même si ce n'est pas complètement dans l'enquête, ce qui est intéressant, c'est que du côté des automobilistes, aujourd'hui, la crainte, elle est plus importante concernant les mobilités douces que l'usage de la moto. Et donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui la perception qu'il y a ceux qui respectent le code de la route globalement, notamment dans les grands centres urbains, et ceux qui ne les respectent pas, les motards qui parfois étaient un peu décriés ou critiqués, motards et scooters, là, sont plus du côté des automobilistes
face à ceux qui ne sont pas en respect à proprement parler du code de la route. Mais tout à fait. Mais d'ailleurs, effectivement, dans le baromètre, on a aussi des conducteurs de deux roues qui disent qu'ils ne se sentent pas complètement protégés aussi par le code de la route ou par les aménagements de la route. On va y revenir. Mais Jean-Daniel, est-ce que vous pouvez vous arrêter sur ces chiffres-là? Oui, en fait, en tout cas, ce qu'on a pu identifier, on sait par exemple qu'il y a eu, en fait, notamment sur les routes qu'on qualifie de secondaires, en fait, un aménagement de la limitation de vitesse. On est passé de 90 à 80 km/h. On a vu déjà que ça ne s'était pas passé sans remous globalement dans la société française, qu'il y avait eu des tensions qui avaient émergé. On s'est interrogé sur le fait que les Gilets jaunes avaient pu par la suite connaître en fait, leur émergence à travers cette modification et qui renvoyait à une question, c'est est-ce que vous connaissez vraiment le comportement des personnes qui sont des usagers de la route, quels qu'ils soient? Et dans ce contexte-là, quand on porte la focale auprès des utilisateurs de deux roues motorisées, on a quasiment 3/3 quasiment égaux qui vont être amenés à nous donner des réponses. Un premier tiers qui va nous dire globalement ça a amélioré la situation, un deuxième tiers qui va dire que ça a dégradé la situation et puis un troisième tiers qui va déclarer que globalement ça n'a pas eu véritablement de changement. Dans le détail, on a une surprise dans le cadre de cette enquête, c'est que ceux qui vont considérer que globalement ça a amélioré la situation, c'est ceux qui n'ont pas connu avant. Ce sont les plus jeunes conducteurs ou ce sont les personnes qui sont des utilisateurs de deux roues motorisées au cours de ces 2 dernières années, tandis que les personnes qui sont plus expérimentées à proprement parler, soit considèrent que ça n'a pas changé fondamentalement les choses, soit sont plus critiques à l'égard de cette nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h. On peut dire que finalement, cette mesure n'a pas reçu un accueil unanimement positif. Ça, on peut le dire, oui, avec certitude. Et d'ailleurs, en fait, bon, ce n'est pas dans le cadre de cette enquête, mais on peut voir qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dans moins d'un département métropolitain sur 2, la limitation de la vitesse est à 80 km/h et on a plus d'un département sur 2 où la limitation de vitesse est revenue aux 90 km/h. Alors on a d'autres alternatives qui sont aussi poussées par les conducteurs de deux roues et notamment qui sont portées par la Fédération française des motards en colère pour améliorer la sécurité des conducteurs de deux roues. Donc on a par exemple cette fédération qui demande que les glissières de retenue soient doublées avec des lisses basses ou des rails de protection, puisqu'on sait que ces barrières de retenue empêchent évidemment les sorties de route, mais qu'elles peuvent aussi s'avérer dangereuses lorsque le motard chute. Et puis, on a aussi cette fédération qui réclame que la spécificité de la conduite en deux roues soit prise en compte dans les aménagements routiers, dans les infrastructures routières, notamment avec des ralentisseurs qui ne sont pas tout à fait adaptés à la conduite en deux roues. Est-ce que, Emmanuel, tu as une réaction par rapport à ça? C'est un facteur de plus qui peut mettre en danger. Enfin, voilà, de base, on est plus en danger. Plus on rajoute des facteurs et plus ça peut créer des situations d'accident. Nous, sur la route, c'est clair que je pense que si on avait un moyen efficace de faire un Waze pour les motards, il y aurait beaucoup plus de choses qui seraient déclarées. Les motards, en fait, auraient plus tendance à dire « Attends, là, il y a un danger sur la route » que les voitures. Parce qu'en fait, même des feuilles en voiture, potentiellement, on ne se rend pas compte que ça peut être dangereux. Des feuilles, ça peut être dangereux en moto. Si tu en as un parterre un petit peu plus grand, et on peut déraper dessus, qu'on est beaucoup plus vulnérable aussi à l'état de la route. Et ça, malgré toute la bonne volonté que tu peux avoir, l'état de la route, c'est pas toi qui es responsable, quoi. Donc il y a un moment où il faut que la route soit en bonne qualité et qu'il soit de qualité. Pour la moto, il faut que ça soit encore de meilleure qualité qu'en voiture. Et ces glissières de sécurité font beaucoup parler, mais c'est vrai que les glissières de sécurité, c'est quand elles sont prévues pour arrêter un véhicule qui est haut, qui est une voiture, ça peut taper dessus, ça rebondit. Il faut penser qu'elles sont tenues au sol par des poteaux et que là, quand c'est l'humain qui tape dedans, ça fait du dégât, quoi. Et on appelle ça les guillotines du motard. Et du coup, alors je comprends, il y a toujours des enjeux politiques, il faut toutes les changer, je ne sais plus combien, j'avais fait une réunion, il y a des kilomètres de ça sur la route en France. Après, installer des nouvelles glissières qui ne sont pas normées, ça me paraît une aberration. Tout changer d'un coup, le jour au lendemain, on ne peut pas le faire, et voilà, il faudra le faire petit à petit. Continuons à en installer, c'est vrai que c'est un peu une mauvaise idée de mon sens. Après, il doit y avoir des réalités qui font que, mais voilà.
Merci Emmanuel. Alors pour pallier ces difficultés que les motards peuvent rencontrer sur la route, il semble que les conducteurs de deux roues, et c'est ce qu'on voit dans le baromètre, font preuve d'une grande prudence. On voit qu'ils ils se jugent en tous les cas très prudents, voire même peut-être un peu plus prudents que les automobilistes. Et c'est peut-être aussi, Emmanuel, par rapport à ce que tu disais, et notamment aux infrastructures routières. On a des motards qui, pour 7 sur 10, respectent scrupuleusement les limitations de vitesse. Et puis, on a 6 motards sur 10 qui déclarent réduire sa vitesse à l'approche d'un virage dangereux. Donc, on voit quand même qu'il y a de la prudence dans ce baromètre, et ça, c'est très positif. Mais on voit aussi quelques limites. Jean-Daniel, vous pouvez nous en dire un mot? Peut-être deux limites. La première, en fait, c'est le pendant de ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Si 70% des motards respectent systématiquement les limitations de vitesse, on a un petit tiers qui déclare qu'ils ne les respectent pas toujours. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est là aussi lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement de danger, qu'on est prêt à aller plus rapidement. Et c'est notamment pour faire vite en dehors des agglomérations que l'on déclare qu'on est plus appelé à pouvoir dépasser les limitations de vitesse. Et puis le deuxième aspect, la moto est une recherche de plaisir. La moto, c'est un sport. La moto, c'est également une communauté, comme l'a indiqué Emmanuel tout à l'heure. Et que derrière cette communauté, on voit que le terme vitesse, le terme sensation, le terme de prise au vent constituent des mots qui ressortent de manière relativement nette. Et un des moments en fait, où on peut un peu plus que les autres ressentir la vitesse, en dehors des lignes droites, ce sont les virages. Et on a 14% des personnes qui déclarent que dans le cas d'un virage, elles ne vont pas soit stabiliser leur vitesse, soit même réduire leur vitesse, mais au contraire, elles vont accélérer pour pouvoir avoir ce sentiment de plaisir. Et là, ce sont peut-être les populations qui sont les populations les plus à risque qui vont avoir ce comportement, c'est-à-dire les très jeunes conducteurs, en tout cas dans le cadre de notre échantillon, et ceux qui sont également les moins expérimentés. Peut-être que jusqu'à présent, en fait, ils n'ont pas connu de méfait du fait d'accélérer dans le cadre de ces virages, mais en tout cas, voilà, 14%, donc c'est-à-dire en gros 6 personnes sur 10 une personne sur 6 qui déclare qu'elle est appelée à pouvoir avoir ce comportement qui est un comportement avec une petite recherche de sensations. Pas évident de conjuguer plaisir, liberté et puis prudence. Et après, je peux rebondir sur parfois la vitesse, mais c'est contre-productif par rapport à la loi, mais ton instructeur moto même au moment du permis, peut te dire que parfois en moto, pour te sortir d'une situation de danger, mieux vaut accélérer et là tu penses plus à il y a une voiture qui va sortir, on ne sait pas trop, soit tu prends les freins sous l'eau et peut-être que tu vas tomber, ou soit vu que tu as une moto un peu plus, en accélérant un peu, tu te dégages de la situation de danger. Et du coup, il y a des moments où même la vitesse est mais c'est pas, je roule tout le temps à 240 km/h, c'est pas l'objectif, mais il y a des moments où la réalité fait que ça peut être moins dangereux d'accélérer que de freiner, quoi. C'est un peu dans l'esprit de mais c'est une réalité qu'on t'apprend même à l'auto-école. Ça peut sembler paradoxal, mais voilà, ça peut sembler paradoxal, mais parmi les comportements à risque, on en relève deux qui sont mentionnés en tous les cas dans ce baromètre. Donc il y a la fameuse circulation en zigzag qu'on peut voir en ville et qui est une pratique occasionnelle mais largement partagée par la communauté, par les conducteurs de deux roues. Et puis une autre conduite à risque, c'est l'usage du téléphone au volant. J'ai envie de dire que c'est aussi au guidon. Et oui. J'ai envie de dire que c'est aussi partagé par les automobilistes. Et on voit en tous les cas que c'est une pratique qui se généralise. On a près d'un conducteur sur deux qui utilise son téléphone au guidon. Et on voit que c'est surtout des jeunes qui utilisent le téléphone au volant, plutôt sur des véhicules légers et en agglomération parisienne. Est-ce que, Emmanuel, tu as une réaction par rapport à l'usage du téléphone au guidon ? C'est extrêmement dangereux. Alors après, soit tu utilises Waze comme GPS et là, bon voilà. Et après, il y a le moment où tu utilises ton téléphone. Je pense que c'est lié aussi à ton rapport aux deux roues. Est-ce que ton deux roues, c'est un utilitaire que tu vas prendre pour aller un peu plus vite, etc. Pour même faire du zigzag, comme on dit, de l'interfile. Parce que ton seul but, c'est d'aller un peu plus vite. Du coup, là, tu n'as pas ce côté je prends ma moto pour le plaisir et c'est vraiment dans le trajet. Et potentiellement, ça c'est mon analyse, en fait, l'humain s'embête quand il conduit une voiture, quand il conduit dans le cadre de je suis dans des bouchons, et du coup, on prend le téléphone. Et on s'embête tout autant sur un deux roues et du coup, au feu, on peut avoir tendance si on a le téléphone à disposition, à le prendre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent vraiment en conduisant. Alors là, ce serait vraiment
à mon avis, fou. Mais bon, s'il y en a qui sont en train de conduire avec leur téléphone, moi, je le fais pas en tout cas. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'usage du téléphone, que ce soit dans sa voiture ou au guidon d'un deux roues, ça reste quand même extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, c'est une des causes majeures d'accidents et donc sur lequel, effectivement, il faut avoir la plus grande prudence. Un autre enseignement de ce baromètre qui perdure d'année en année, c'est l'expérience d'accident qui est malheureusement toujours en hausse. Ce que nous enseigne ce baromètre, c'est que finalement, à partir du moment, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure Emmanuel, à partir du moment où on prend un deux roues, on est rapidement ou témoin ou impliqué dans un accident et on voit en tous les cas que c'est quelque chose qui augmente d'année en année. Pour autant, ce phénomène est contrebalancé par une bonne connaissance des gestes de prévention, donc ça c'est extrêmement positif. On a près de 3/4 des motards qui estiment se sentir bien informés sur la conduite et les réactions à avoir lorsqu'ils sont face à un accident de la route, qu'ils soient impliqués ou seulement témoins. Et là, on se rend bien compte, et ça fait le lien aussi avec notre rôle d'assureur, que la prévention joue un rôle clé pour accompagner les motards, les conducteurs de deux roues et pour améliorer leur sécurité. Vous, Jean-Daniel, vous avez, dans le cadre du baromètre, interrogé les sondés sur la confiance dans les acteurs institutionnels. Qu'est-ce qui en ressort Là, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que d'une manière globale, quand vous interrogez les Français ou quand on a la perception que globalement on va parler à l'égard de tout ce qui peut être institution ou à l'égard des assurances, quelles qu'elles soient, des Français qui vont être critiques en disant que de toute façon ils ne remboursent pas quand il faut, ils vont tout faire pour pouvoir garder les indemnisations, augmenter les primes qui doivent être payées de la part des personnes qui sont clients. Et au final, quand on interroge nos 1000 motards, ils ont une bonne image globalement en fait, des assurances et en gros les 2/3 déclarent avoir une bonne image et celle-ci en fait est probablement liée au fait que ça n'est pas uniquement une relation contractuelle classique qui est passée, mais il y a également une dimension d'accompagnement, de prévention et de lien qui peut être effectué, que ce soit les stages qui peuvent être proposés, que ce soit l'appui pour l'entretien des motos ou des scooters, voire même des applications qui peuvent être déployées pour l'aide à la conduite. Ce sont 3 aspects qui recueillent un assentiment positif de près de 8 motards sur 10 que nous avons été amenés à interroger, sans qu'il y ait une forme de suspicion et sans qu'on nous dise en fait voilà, les assurances font ça pour se donner bonne conscience ou pour avoir une bonne image et derrière cela, ils ne vont pas véritablement être des partenaires. Là, au contraire, il y a la perception qu'autour de cette communauté de motards, même la relation qu'on peut avoir avec les différents acteurs, dont les assureurs, apparaît comme étant bonne, voire très bonne. Il y a un élément aussi qui est très intéressant et qui nous conforte, en tous les cas, dans le choix, notre partenariat avec Liberty Rider. C'est ce que vous disiez, Jean-Daniel, c'est que finalement, les sondés approuvent l'idée qu'une compagnie d'assurance propose des outils de prévention à ses assurés. Donc ça peut être effectivement l'accès à une application comme Liberty Rider, mais l'accès effectivement à des stages de conduite, à des outils de prévention, quels qu'ils soient. Et ça, pour nous, c'est extrêmement positif et ça nous conforte en tous les cas dans notre démarche d'assureur. On voit bien que la prévention est un outil essentiel pour œuvrer en faveur de la sécurité des motards et des conducteurs de deux roues. Et on voit des résultats en tous les cas, puisqu'on voit des conducteurs de deux roues plus prudents sur la route. Alors, il y a un sujet qu'on a un petit peu évoqué, mais sur lequel on ne s'est pas arrêté, mais qui me semble important. On a évoqué la vulnérabilité des motards en début de discussion, en début de table ronde. Mais j'aimerais bien qu'on y revienne, parce que même si on ne s'y arrête pas, en tous les cas dans le baromètre, spécifiquement sur l'équipement des motards, je pense que c'est important, c'est un point sur lequel il est important de revenir pour justement assurer sa sécurité au quotidien. Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler de l'équipement de base du conducteur de deux roues ? Alors, l'équipement de base, si on écoutait la loi, c'est gants et casques. Mais du coup, c'est pour moi pas du tout assez. Et ça a énormément évolué. L'équipement, j'ai fait là, il n'y a pas longtemps une balade avec des motards plus âgés qui roulent depuis hyper longtemps. Ils me disaient, moi, à l'époque, le top du top, c'est d'avoir un jean. Aujourd'hui, on a l'équipement des motards, ça a énormément évolué. On a des pantalons de plus en plus techniques qui, même les intempéries, etc., qui sont de plus en plus techniques, protégeants, qui, quand tu as chaud, tu trouves des solutions pour avoir de l'équipement qui te protège, mais qui t'es pas en train de cuire dedans non plus. Parce qu'il y a
et en plus à des accès coûts qui sont de plus en plus raisonnables, parce que bon, devoir mettre 3 000 € pour s'équiper, et tout le monde ne peut pas. Mais aujourd'hui, il y a des sites qui proposent des kits jeunes conducteurs où c'est du matériel de très bonne qualité pour pas forcément très cher, etc. Donc c'est un coût à prendre en plus quand on va faire de la moto. On sait qu'il faut s'équiper en plus, mais il y en a de plus en plus. C'est hyper accessible. Les gilets airbags qui arrivent beaucoup. Nous, on a un partenaire avec Inemotion qui crée des gilets airbags sans fil. Avant, il n'y en avait même pas. Après, il y a eu des où tu devais t'accrocher à ta moto. Maintenant, c'est juste un petit gilet que tu allumes et si tu as un accident, ça se déclenche. Donc ça évolue beaucoup, l'équipement de la moto, et soit dans le style, etc. Donc c'est vraiment une bonne chose. Mais malheureusement, je pense qu'il y en a qui sont... mais c'est peut-être un petit pourcentage encore, qui ne sont pas très conscients, qui ne vont pas utiliser les bons équipements. Pourtant, il y a une solution maintenant, une réponse à tout, quoi. Même quand tu as chaud, tu peux trouver. C'est un peu l'argument numéro un, quoi. J'en cuis dedans. Enfin, maintenant, il y a des bons manteaux pour prévoir ça, etc. Donc voilà. C'est vrai qu'on voit encore trop souvent l'été des personnes sur un deux roues en t-shirt et en short. Ouais. C'est toujours Ouais. alarmant. Et j'en profite quand même pour rappeler que certains contrats d'assurance couvrent les équipements aussi des motards. Donc c'est aussi pris en charge par un certain nombre de contrats d'assurance. On arrive au terme de cette discussion. Je vous propose, pour clôturer cette table ronde, de faire un petit jeu de questions-réponses à partir des commentaires qu'on a reçus lors de la publication de ce baromètre. Alors, une question pour Jean-Daniel. Selon vous, la communauté des motards doit aussi jouer un rôle dans la sensibilisation aux bonnes pratiques? Évidemment, mais je pense que vous avez utilisé le terme, et ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise, c'est un terme communauté. C'est des personnes qui restent, somme toute, assez minoritaires dans la cité française, qui ont la plupart du temps choisi de recourir à ce mode de transport, qui sont conscients des risques et qui ne se sentent pas invincibles, qui sont exigeants à l'égard d'eux-mêmes, mais également à l'égard de l'ensemble de l'environnement ou des environnements qui peuvent exister, et qui vont rechercher du plaisir dans le cadre de cela. Et donc c'est l'articulation entre ces différentes dimensions qui permet justement de pouvoir parler et de pouvoir avoir ou des incitations au bon geste ou au bon comportement, pas forcément la perception que ça serait une forme de regard extérieur qui ne connaîtrait pas la vraie vie des utilisateurs des deux roues motorisées, qui dirait il faut faire comme ci ou cela. C'est, de par les pairs, un message qui peut être des messages qui peuvent être entendus justement de la part de l'ensemble de la communauté des motards. Question maintenant pour Emmanuel. Sur les grands axes routiers type autoroute, rocade, périphérique, est-ce qu'il serait intéressant de disposer d'une voie de circulation réservée aux motos? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'aux heures de pointe, quand l'interfile, moi, je trouve ça dangereux. Et pourtant, ne pas faire d'interfile quand tu es à deux roues, c'est hyper compliqué. À un moment, tu restes un humain. Il y a cet endroit où tu peux te mettre à avancer et gagner du temps, ou arrêter de cuire, parce que voilà, quand il fait chaud, ou d'arrêter d'être sous la pluie. Et aussi, donc tu restes un humain, tu le fais. Je pense qu'à un moment où quand il y a les moments bouchons, etc., ça peut être intéressant. Après, quand le trafic est fluide, je ne sais pas si ce serait hyper utile, mais ce n'est que mon avis. Voilà. Du coup, j'ai une question pour Jean-Daniel sur l'interfile. Enfin, c'est une pratique qui est expérimentée depuis 2 ans. Est-ce que vous avez des chiffres sur cette expérimentation? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une expérimentation positive? Alors, il y a 2 étapes. Il y a eu une première étape où, globalement, l'interfile, c'était limitation de la vitesse à 50 km/h dans une vingtaine de départements, si je ne me trompe pas. Là, les résultats n'ont pas été extrêmement probants, et le fait qu'il puisse y avoir une baisse des accidents, notamment de la part des motards, n'a pas été prouvé. Au contraire, il y a une petite augmentation des accidents. Là, il y a une nouvelle expérimentation qui est lancée, qui vise certes à limiter à 50 km/h l'interfile, mais avec un maximum de 30 km/h par rapport à la vitesse moyenne des véhicules qui sont déjà engagés. Là, il n'y a pas de données qui ont été communiquées de la part de l'ensemble des observateurs. Ça sera, si on a l'occasion de faire une 4e vague d'enquête, peut-être des types de questions qu'on pourra être amené à poser pour pouvoir justement voir l'appétence, des risques qui sont perçus de la part des utilisateurs de deux roues motorisées et leurs attentes qu'ils peuvent être amenés à exprimer. Merci Jean-Daniel. Dernière question pour Emmanuel. Tu es motard, tu es aussi automobiliste. Comment est-ce que tu appréhendes la route selon que tu es à moto ou dans ta voiture? En voiture, je fais beaucoup plus attention. Je pense, ça fait très longtemps, j'ai pas été que automobiliste très longtemps. Du coup, j'ai très vite été
à me projeter en tant que motard. C'est une question qui concerne plus ma mère, je pense, qui au début, maintenant qu'elle sait que elle était paniquée quand je lui ai dit que j'étais motard. Et elle me dit, mais maintenant je fais attention, elle regarde les feux, elle me dit, ah là j'ai vu un motard qui a des feux qui éclairaient bien, on les voyait mieux. Moi j'ai toujours fait attention, j'ai été toujours très vite de roues et je pense que j'ai eu des deux roues avant des quatre roues, donc je me suis toujours dit, je vais faire attention en voiture et à moto. J'essaye de me projeter directement dans le comportement le plus débile que pourrait avoir l'autre. Il va pas le faire, si, il va le faire. En fait, on se dit, mais là, il va pas griller la priorité. J'ai plein d'amis qui m'ont dit, je ne pensais pas qu'il allait la griller, donc j'y suis allé. Et du coup, moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire le moins intelligent? Il va le faire, donc je réagis comme s'il faisait ça. Et parfois, je passe et tout va bien, mais mon objectif, c'est de ne pas avoir d'accident, donc je vais penser comme ça. Merci Emmanuel et Jean-Daniel d'avoir été avec moi pour la présentation de ce baromètre, de la 3e édition de ce baromètre de roues. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des résultats de ce baromètre sur le site internet de BPCE Assurance, www.assuranceaupluriel.groupebpce.com. Et puis peut-être pour les conducteurs de deux roues qui n'ont pas encore téléchargé l'application Liberty Rider, je vous encourage vivement à le faire parce que vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui sont tout à fait pertinente pour assurer votre sécurité au quotidien. Et je rappelle aussi que c'est une application aujourd'hui qui est disponible pour tous les assurés Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Merci à tous les deux, bonne journée.